Avec notre informateur hockey Pierre Lebrun. Pierre, on apprenait hier qu'Artemi Panarin ne devrait pas jouer d'ici la fameuse pause olympique. On peut donc s'attendre, j'imagine, à une transaction dans son cas. D'autant plus que Chris Drury a annoncé il y a quelques semaines qu'il va y avoir une réorganisation de l'effectif des Rangers de New York. Qu'est-ce que tu peux nous dire dans le dossier Panarin? Est-ce qu'on peut s'attendre à une transaction avant même le début des Jeux olympiques? Oui, moi, je pense, Alex, que ça va arriver avant les Olympiques. Tu as mentionné justement quand les Rangers ils ont sorti une lettre à leurs partisans, c'était le 16 janvier. La même journée, selon mes informations, Chris Drury, le DG des Rangers, s'est rencontré avec Panarin pour dire on ne va pas essayer de te signer un nouveau contrat, on veut travailler avec toi et ton agent, en fait, pour t'échanger avant la date limite des échanges. Alors, de ce que j'apprends, ça a été difficile à digérer pour Panarin. Il aime beaucoup ça à New York, puis il n'était pas trop content de cette nouvelle-là. Bon, depuis ce temps-là, son agent, Paul Theophanos, lui, il a eu le droit, le feu vert des Rangers de parler directement aux équipes. Puis ça, c'est important parce que Panarin a une clause de non-échange à 100 %. Alors, c'est vraiment le joueur et l'agent qui contrôle tout, là. Mais en plus de ça, de ce qu'on apprend dans les dernières 24 heures, c'est que Panarin et l'agent aimeraient signer un nouveau contrat à travers d'une transaction. Alors, signer une extension. Alors, ça, c'est pas rien parce que c'est pas chaque équipe qui avait de l'intérêt dans lui qui est confortable à signer un joueur qui a 34 ans à un contrat de 4-5 ans. Là. On comprend pourquoi. Mais il y a des équipes qui sont intéressées. Alors, on peut rentrer là-dedans vite fait ici, Alex. Ben oui. Selon mes informations, Washington, qui est parmi les équipes qui ont de l'intérêt. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on comprend, on ne sait pas vraiment encore l'avenir d'Alex Ovechkin quand son contrat se termine à la fin de la saison. Est-ce qu'il va prendre sa retraite ou non? Mais d'une façon ou l'autre, les Caps ont eu des conversations sur Panarin. Alors, on verra ce qui arrive avec ça. De ce que j'apprends, Panarin, son agent a communiqué avec les équipes en Californie, avec les Ducks, avec les Kings, avec les Sharks. Les Ducks, selon ce que j'apprends, ont dit non. Oui, il y a une vieille connexion entre Joel Quenneville, évidemment, l'entraîneur-chef, et Panarin à Chicago. Mais je pense pas que les Ducks, de ce que j'apprends, sont confortables à signer Panarin un gros contrat quand ils ont des contrats à venir là, avec leurs jeunes joueurs, les jeunes joueurs de noyau à Anaheim. Fait que je pense pas qu'Anaheim, ça va arriver. Les Kings, c'est intéressant. Écoute, les Kings ont beaucoup d'espace de plafond salarial cet été. On sait qu'Andy Kopitar prend sa retraite. Mais c'est vraiment un joueur de centre et un allié qu'on a besoin à Los Angeles. Alors, je te dirais, sur le côté de Los Angeles, je peux confirmer que oui, qu'il y a eu des pourparlers entre les Rangers et les Kings sur Panarin. Mais je ne suis pas convaincu que les Kings foncent trop fort là-dedans. Je pense que c'est plus un scénario où les Kings gardent un œil là-dessus. Alors, on verra. Et finalement, il y a les Hurricanes de Caroline, selon les informations qu'ils regardent là-dedans. Pas surprenant, les Hurricanes aiment ça rentrer dans tout. C'est ce qu'ils font. Puis ils veulent ajouter de l'offensive. Alors, écoute, qu'est-ce que je me demande avec les Hurricanes, c'est que si on est confortable à payer peut-être un contrat de 4 ans, 10-11 millions par année, c'est peut-être qu'est-ce que ça va coûter pour signer Panarin. Pas convaincu, on verra. Les Sharks, c'est intéressant tout simplement parce que Mike Greer, le DG des Sharks, il y a une relation très forte avec Chris Drury, le DG des Rangers. Alors, voilà, c'est des options. On verra où ça va aller. Parce que certainement, au niveau du talent, toutes les autres formations de la Ligue nationale de hockey aimeraient avoir un Artemi Panarin. Mais comme tu l'as mentionné, c'est pas tout le temps, c'est pas toutes les formations qui ont de l'espace là, sous le plafond salarial. Tu parlais rapidement des Rangers de New York. On commence à être fort sur les lettres. Du côté des Rangers de New York, souviens-toi, il y a quelques années, on annonçait une reconstruction. Là, ça n'est pas une. On nous dit que c'est un retool, entre guillemets. Mais est-ce que c'est un constat d'échec essentiellement de ce qui s'est passé avec les Rangers? Oui, écoute, puis c'est possible qu'on échange Vincent Trocheck, un joueur de noyau. Lui, il a un autre 3 ans sur son contrat, mais il y a beaucoup d'intérêt pour ses services. On a déjà, évidemment, fait l'échange de Carson Soucy. Alors, ça brasse à New York. Ah oui. Mais il y a plusieurs joueurs, par exemple, qui ont des contrats non-échanges, comme je l'ai dit, Panarin, mais aussi comme JT Miller, de ce que j'apprends. Lui, il ne veut pas se faire échanger, puis c'est lui qui contrôle tout. Alors, c'est pas tout le monde qui va se faire sortir de New York. Bon. Pierre, l'Avalanche du Colorado qui est de passage au Centre Bell ce soir. L'équipe quand même qui a perdu 5 de ses 7 derniers matchs, dont celui d'hier
contre les Sénateurs d'Ottawa. Tu as eu l'occasion de parler avec l'entraîneur de l'Avalanche du Colorado, Jared Bednar, plus tôt cette semaine. Il a été question, oui, de l'attaque à 5 contre 5 du côté de l'Avalanche qui va très bien, mais de l'avantage numérique également qui ne va pas si bien que ça. Parle-moi un peu de ta discussion avec Bednar. Oui, puis d'ailleurs, l'Avalanche qui a joué ici à Toronto dimanche après-midi, mais ils ont resté à Toronto pour plusieurs jours. Ils ne se sont pas rendus à Ottawa jusqu'à mardi soir. Alors, j'ai eu l'occasion de le voir quelques fois. Puis, écoute, évidemment, ça achale l'Avalanche pas mal le fait que l'avantage numérique est 28e dans la Ligue nationale, Alex. Ça fait pas de sens quand tu parles d'une équipe à 5 contre 5 qui est non seulement premier offensivement, mais de loin avec les buts 5 contre 5. Alors, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens là-dedans. Qu'est-ce que Bednar m'a dit, c'est que c'est frustrant pour l'équipe, oui. Puis la balance qu'il essaie de trouver, c'est est-ce qu'on change trop pour trouver une solution ou est-ce qu'on devrait être plus patient parce qu'on a des très bons joueurs? Puis ça a été intéressant de l'entendre parler parce que je pense que ça a été très honnête comme réponse. En voulant dire, on n'est pas sûr vraiment où que ça devrait aller, cette affaire-là. Mardi, durant l'entraînement de l'Avalanche ici à Toronto, ils ont pratiqué beaucoup sur l'avantage numérique. Il y a eu des moments de frustration de certains joueurs durant cette pratique. C'est normal, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même bizarre. Puis il faut le mentionner. Nathan McKinnon et Cale Makar, c'est deux grosses vedettes qui font partie de cet avantage numérique puis qui connaissent des très belles saisons en général. Ils vont faire partie de l'avantage numérique de l'équipe canadienne olympique. C'est ça, ben oui. Fait que c'est tellement bizarre. Puis tu sais, c'est pas qu'on n'a pas des bonnes chances de marquer. Ils sont là, les chances de marquer, mais ils ont de la misère à le trouver le fond du filet. Alors, écoute, je pense que ça va changer, mais l'autre chose à mentionner là-dedans, c'est que l'avantage numérique, ça a été souligné par Joe Sakic et Chris McFarland, les dirigeants de l'Avalanche, après la saison l'an passé, quand ils ont perdu en 7 matchs contre Dallas. Ça a été souligné comme un facteur pourquoi ils ont perdu cette série de 7 matchs. On a congédié Ray Bennett, qui est en charge de l'avantage numérique à Colorado après la saison. Mais les choses n'améliorent pas jusqu'à temps. C'est bizarre. Oui, ça n'a pas donné grand-chose. Je regarde ça, l'Avalanche Colorado, comme tu le dis, 28e en avantage numérique. C'est 15,9 avec tout le talent au monde sur cette unité d'avantage numérique. Donc, on va voir ce qui va se passer peut-être dans le match de ce soir. Évidemment, on ne le souhaite pas pour les partisans des Canadiens. Tu as également t'as reçu une mise à jour dans le cas de Gabriel Landeskog, qui s'est blessé, on se souviendra, le 4 janvier dernier contre les Panthers de la Floride. Il espère toujours, lui, participer aux Jeux olympiques. Mais de l'autre côté, est-ce que l'Avalanche vraiment veut le voir aller aux Olympiques, surtout s'il n'est pas nécessairement à 100 Bien, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que Jared Bednar, l'entraîneur-chef, a été très clair dans ses propos quand je lui ai demandé sur Landeskog. Il dit que l'organisation veut absolument que Landeskog ait la chance d'aller jouer dans les Olympiques encore. Il avait joué comme un jeune joueur en 2014 à Sochi, mais on sait comment c'est important pour Landeskog, le capitaine de l'Avalanche, d'être là pour la Suède. Bednar a dit, écoute, c'est pas 100 qui va être là, mais que c'est incroyable comment fort que Landeskog pousse là, pour être prêt pour les Olympiques. Mardi, ici à Toronto, c'était la première fois que Landeskog a pris part à l'entraînement de l'Avalanche depuis cette blessure le 4 janvier. Alors ça a été un pas important, une étape importante pour Landeskog. C'était quand même non-contact, sa présence à l'entraînement. Mais écoute, je pense que le commentaire qui est intéressant de Bednar pour moi, c'est qu'ils font confiance en Landeskog, leur capitaine, qui va faire la bonne chose dans ce dossier-là. Ben oui. Fait que, on verra qu'est-ce que ça veut dire. Écoute, le premier match de la Suède aux Olympiques, c'est contre l'Italie, le 11 février. Tu sais, est-ce qu'il y a un scénario, ça c'est juste moi qui spécule, mais y a-t-il un scénario où peut-être Landeskog ne joue pas le premier match, etc. Il y a bien des choses là, que tu peux faire pour faire sûr qu'il est proche de 100 avant son premier match des Olympiques. C'est pas à 100 qu'il va y aller. Il n'y a pas personne qui dit que c'est 100 qui y va. Oh, ouais. Mais ça s'en va dans cette direction-là. Dans cette direction-là. Bon, Pierre, ça va mal du côté des Maple Leafs de Toronto. Il y a eu la fameuse histoire du doigt d'honneur de William Nylander, mais si on se concentre là, sur ce qui se passe sur la patinoire présentement, les Leafs qui ont perdu 7 de leurs 8 derniers matchs, dans cette séquence-là, en moyenne, on accorde 5 buts par rencontre. On s'entend que c'est difficile de gagner des matchs dans la LNH quand tu accordes 5 buts. On est à 8 points d'une place en série aussi. Qu'est-ce qui va arriver, à ton avis, à la date butoir des transactions du côté de Toronto ou d'ici la date butoir des transactions? Bien, écoute, on n'a pas une demi-heure, Alex, fait que je vais essayer de ne pas prendre une demi-heure là-dessus, sur ce dossier-là. Écoute,
il y a beaucoup de frustration dans le marché ici à Toronto, non seulement avec les partisans, mais avec les Leafs eux-mêmes dans l'organisation. Craig Berube, l'entraîneur-chef, s'en est pas caché après la défaite contre Buffalo l'autre soir. Écoute, c'est un entraîneur-chef qui a voulu venir ici à Toronto, c'est sa 2e année, pour essayer d'améliorer la façon que les Maple Leafs jouent défensivement. Franchement, ça arrivé l'année passée. Les Maple Leafs, c'est la meilleure équipe défensivement l'année passée. Ils ont été 7 matchs avec la Floride en 2e ronde, on le sait. Fait qu'il y avait des signes positifs. Mais cette année, vraiment, là, ça va de l'arrière défensivement, puis ça frustre Berube beaucoup. Bon, on est loin des séries présentement. Il y a bien des gens ici à Toronto dans le marché qui espèrent que les Leafs font un peu comme Boston l'année passée, commencent à vendre des morceaux, puis peut-être essayer de revenir comme les Bruins ont fait cette année. Ouais. Pas une grosse vente là, pour rebâtir toute l'organisation, mais une vente faite pour être réelle où qu'on est dans le classement. Le problème là-dedans, puis ça se peut que ça arrive d'ailleurs, on a Scott Laughton, Bobby McMahon, on a des joueurs de location, possiblement, les Leafs à vendre. Mais le problème là-dedans, Alex, c'est que Brad Treliving, le DG des Leafs, il reste une autre année son contrat après cette année. Fait que c'est un peu... Tu sais, c'est quoi son avenir, lui? Et puis, c'est quoi, lui, sa motivation de commencer à vendre quand il n'est pas sûr de son... Non, mais c'est réel, là. C'est des choses qui se passent dans la nationale. Fait que, finalement, la réponse, je te dirais, c'est que c'est à suivre. Je pense pas qu'il y ait une réponse à 100% présentement ou que ça s'en va, cette affaire-là, mais c'est pas facile. C'est une formation qui sait où elle s'en va. Les Islanders de New York et Mathieu Darche, le directeur général, qui a effectué 2 transactions cette semaine. Il y en a une d'ailleurs qui a payé rapidement hier. Palat avec un but, une passe contre les Rangers de New York. Les Islanders sont aussi allés chercher, comme tu le mentionnais tantôt, Carson Soucy aux Rangers. Et non seulement Darche a effectué 2 transactions, mais 2 transactions dans sa section. Et combien de fois on s'est fait dire c'est difficile de faire des transactions avec des rivaux de section, des rivaux géographiques aussi. Donc, clairement, Mathieu Darche, ça ne lui fait pas peur. Quel est le plan du côté des Islanders de New York, justement, Pierre? Bien, écoute, présentement, je pense que les Islanders vont voir comment les choses vont. C'était 2 transactions intéressantes de Mathieu Darche qui a été très agressif. La minute que les Rangers, on vient d'en parler, ont annoncé dans leur lettre où que ça s'en va, Mathieu Darche, selon mes informations, a téléphoné les Rangers la même journée pour dire qu'est-ce qui se passe avec Carson Soucy. Puis il a poussé jusqu'à temps qu'il est capable d'aller chercher lundi pour un choix de 3e ronde. Qu'est-ce qui est intéressant au global, c'est quand on regarde les 2 transactions en 48 heures, Soucy et Palat, c'est que si tu mets les 2 transactions ensemble, Mathieu Darche est capable d'aller chercher Palat, Soucy et un choix de 6e ronde. En retour de Psli Kapov, le jeune russe. Parce que les choix de 3e ronde, il a payé un choix de 3e ronde pour Soucy, mais il s'est fait donner un choix de 3e ronde avec Palat et choix de 6e ronde. Alors, quand tu regardes ça globalement, c'est quand même du beau travail de Mathieu Darche d'avoir pas trop payé pour 2 vétérans, un à défense, un à l'avant. Oui, 6 millions l'année prochaine pour Palat. Il y a bien des équipes qui ne voulaient pas toucher ça. C'est pour ça qu'on a eu des choix de repêchage, les Islanders. Mais Mathieu Darche le connaît, Andrés Palat. Il connaît bien de Tampa. Et puis, c'est intéressant. Palat a compté un but dans son premier match pour les Islanders. On va voir si ça va se poursuivre également. Merci beaucoup, Pierre Lebrun. On invite, comme toujours, les gens à se rendre sur la chaîne YouTube de RDS pour écouter notre conversation dans son intégralité. Pierre, c'est la dernière fois qu'on se parle avant les Jeux olympiques. Profites-en bien et on se reparle dans quelques semaines. Salut!